Alors, Piggy, pour vous parler de Piggy, ben, rien de tel qu'une petite histoire. Et l'histoire, elle est dans cette bouteille, en fait. J'ai mon ami Christophe qui était dans les Alpes il y a 2 semaines. Et voilà, donc il revient malheureusement en Belgique. Mais comme il m'aime bien et qu'il pense à moi, ben, il me ramène cette petite bouteille. Alors, c'est du Génépi des Alpes. Donc, c'est une liqueur artisanale qui est faite par un petit producteur local là-bas. Super, je suis très content. On pourra peut-être la boire ensemble à la fin. Maintenant, j'ai quand même un problème avec cette bouteille. C'est que tôt ou tard, elle sera vide. Et qu'est-ce que je vais faire à partir du moment où elle sera vide? Alors, il y a plusieurs possibilités. Comme je suis entrepreneur indépendant, ben on sait que je n'ai rien à faire, donc je prends la voiture, je prends une semaine de congé et je vais racheter la bouteille dans les Alpes. Deuxième solution, ben, il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Ah oui, je connais ce magasin, Dendermonde, qui vend les produits importés de France, etc. » Perso, moi, j'ai pas envie spécialement de la payer 3 fois plus cher. Ou alors, peut-être quelqu'un encore qui va dire « Oui, il y a ce site e-commerce du petit producteur local. » Alors, c'est un site un peu obscur, j'ai pas spécialement envie de donner mes infos de carte de crédit. Et surtout, j'ai pas envie de payer 50 € de frais de port pour qu'elle arrive chez moi. Alors, est-ce que vous, ça vous est arrivé de vouloir des objets qui venaient de loin et si oui, lesquels? Du whisky. Du whisky, où ça? En Écosse. En Écosse, ouais, c'est juste, ouais. Quelqu'un d'autre? La vodka. Des objets de déco qui viennent d'autres pays. D'accord, génial, génial. Donc on a vu le problème, des frais de port trop importants, on paye trop cher ici, ou alors simplement on ne trouve pas le produit ici. C'est pour ça que j'ai créé Piggy. Alors comment est-ce qu'on fait avec Piggy? Eh bien c'est qu'on va utiliser les voyageurs pour faire le transport d'objets, donc simplement les personnes qui se déplacent. Donc en bref, Piggy permet soit d'obtenir, soit d'envoyer des objets par le biais des voyageurs. Alors quelques chiffres sans vous endormir avec ça. On lance une première V1 en 2012. On a un certain engouement, on lance une V2 en 2013, et alors c'est une exclusivité pour vous ce soir, c'est qu'on vient de lancer la V3 la semaine passée. Tout est plus ou moins en ordre, mais donc je vous invite à visiter ce nouveau bébé. Le sujet duquel on parle ce soir, l'économie collaborative de sharing economy, l'économie du partage. Alors, je vais essayer je vais déposer la bouteille parce que je ne vais pas m'embêter pour la suite. Je vais essayer on va essayer de donner une définition à ça. Le problème, c'est qu'il y a 36 définitions. C'est qu'il y a plein de monde qui donne plein de définitions. Donc le plus simple que j'ai à faire, c'est de donner ma définition. Pour moi, l'économie collaborative, en fait, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qu'on fait depuis des millénaires, en fait. C'est juste le fait de s'arranger entre nous. Donc que ce soit pour un service, viens dormir chez moi, peu importe, l'être humain est fait pour ça, est un animal social qui s'arrange pour... les gens s'arrangent entre eux, se sont toujours arrangés entre eux. Donc l'économie collaborative actuelle, c'est quoi? C'est seulement le fait d'utiliser la technologie pour, quelque part, industrialiser ces mises en relation et le fait que les gens s'arrangent entre eux. À titre personnel, je suis entrepreneur, j'aime bien fabriquer des choses et accessoirement, j'aime bien gagner ma vie aussi. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Donc je veux dire, je suis peut-être un peu moins proche de cette économie du partage, parce qu'elle est souvent vendue comme ça à des fins qui sont plutôt obscures. Et donc je suis plus fan d'appeler ça par exemple une économie pair à pair, le peer-to-peer, donc vous avez connu l'industrie du disque, Napster, etc. Et je me rapproche personnellement plus de ça, et ça permet de ne pas mentir sur une soi-disant économie de partage, des hippies, etc. Parce qu'on pourra voir que ce n'est pas toujours le cas. Alors, quand on parle de s'arranger entre nous, ben, la première, les gens vont me répondre en disant « Ouais, génial, super, etc. » Ok, mais je vais te rencarder avec un inconnu. Et là, tout de suite, grand panneau rouge. Oh non, un inconnu, ne jamais faire confiance à un inconnu. On sait bien que c'est très dangereux. Et c'est ça, disons, le premier frein dans l'économie collaborative. Eh bien, ici, je vais vous donner un tas de pistes. Alors, je vais essayer de limiter le nombre de pistes, mais pour un peu démystifier ce problème de confiance. J'ai fait une petite étude sur Piggy, donc vous pouvez aller lire tout ce que j'ai écrit sur le blog. J'ai pris 20 adresses e-mail au hasard dans ma base de données. Alors on n'a pas beaucoup d'infos sur nos utilisateurs, la seule info pertinente qu'on a sont des adresses e-mail. Eh bien avec des outils qui sont disponibles publiquement sur Internet, à partir d'une simple adresse e-mail, eh bien, vous pouvez déjà trouver un tas d'informations. Donc soit le CV sur LinkedIn, une photo de profil, je peux voir où se trouve la personne, quelle langue elle parle, ça c'est dans 90% des cas. Donc sur simple base d'un email. Je vous invite même à googler, si ça n'a pas été fait déjà, googler votre nom et vous seriez étonné de trouver tout ce qui est disponible sur Internet à votre sujet. Passer un tableau un peu, voilà, je ne suis pas designer malheureusement, donc je vais passer dans un exemple très concret. Je vais sur Piggy, je vais sur List Minute, je vais sur Jump, je suis mis en relation avec un inconnu.
Alors, exemple, j'ai son adresse email dans Gmail et ce n'est pas le bon personnage, mais c'est pas grave. J'avais mis Christophe Fruitier que je ne connaissais pas, mais tant pis, ce ne sera pas Christophe ce soir, ce sera Alexis qui est un ami de la plateforme ici. Mettons que je ne connais pas Alexis, sur simple base de son email en fait. Ici, c'est un petit outil gratuit qui s'appelle Rapportive, qu'on peut intégrer dans Gmail. Eh bien, déjà, je tombe sur la photo d'Alexis. Je vois qu'il est Creative Business Thinker, je vois qu'il est co-founder, etc., etc. Donc, quelque part, il n'a pas la tête du criminel qui va venir voler ma maison, qui va voler ma voiture, etc., etc. C'est quelqu'un, a priori, en qui je peux faire confiance. Au-delà de ça, pour toutes les plateformes d'économie collaborative, que ce soit PiggyBee, Lismid, etc., il y a des startups qui se sont intéressées à créer de véritables cartes d'identité, des profils en ligne, qui vont rassembler toutes vos informations. Donc ici, on est en face sur PiggyBee de travailler avec Treti, il y en a d'autres, ZenWisher, TrustCloud. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vérifier mon numéro de téléphone, mon email, mon passeport, mon profil Facebook, etc., etc. Et alors, surtout, ce qui est très pertinent, c'est que sous cette carte d'identité, ils vont les rassembler toutes les évaluations que j'ai eues, que ce soit sur seconde main, sur eBay, sur Airbnb, etc., etc. Et donc, grâce à cette carte d'identité, eh bien, je vais pouvoir aller sur Listminute, sur eBay, je vais pouvoir vendre, je vais pouvoir acheter, je vais pouvoir louer, je vais pouvoir, etc., en toute confiance. J'ai souvent tendance à dire que je ferai plus confiance à un profil comme ça, finalement, peut-être que un ami d'un de mes amis qui vient peut-être de sortir de prison, qui sait. Donc, voilà. Au-delà, dernier élément pour démystifier le problème de confiance, c'est que de plus en plus d'assurances s'intéressent à nos plateformes. Et donc ici, je dis bien dans le sens s'intéresse. Nous sommes en discussion avec la Maïf, grosse assurance française, et pour expliquer, c'est pas nous qui avons démarché les assurances en disant voilà, on a ce projet fou de mettre les gens en relation pour faire le transport de colis. Non, c'est eux qui nous ont appelés. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'intérêt qu'il y a dans ce type de plateforme. Je pense aux amis de 10 minutes, eux sont en discussion avec Touring. Thomas de Taxistop tout à l'heure, mais il ne se souvenait plus du nom de l'assurance avec qui il travaillait, etc., etc. Mais donc il y a pas mal de choses. Idem, je fais confiance à Alexis que je ne connais pas. Sur PiggyBee, il me ramène un vase de Chine. C'est peut-être le plus gentil du monde, la meilleure personne, etc. Il se casse la figure dans les escalators. Mais ici, on pourra couvrir les opérations par une assurance. Donc je dirais plus trop de problèmes. Du coup, j'espère que je vous ai rassuré à devenir adepte de l'économie collaborative demain. J'ai envie de vous parler plus des problèmes auxquels nous devons faire face sur PiggyBee. Alors ici, j'ai identifié trois problèmes quotidiens. Alors tout d'abord, dans les plateformes d'économie collaborative, on appelle ça des two-side marketplaces, des places de marché avec une offre et une demande. Eh bien, c'est la masse critique et le problème qu'on a. C'est-à-dire, vous avez besoin de milliers d'utilisateurs pour que ça fonctionne. Exemple, je fais le site seconde main, je suis à Bruxelles, je vends une chaise, j'ai un acheteur à Arlon, mais si on n'est que deux sur Arlon, enfin si on n'est que deux sur seconde main, ça va être difficile, parce que la personne ne va pas nécessairement vouloir venir chercher la chaise à 3 € d'Arlon à Bruxelles. Sauf s'il utilise PiggyBee, bien entendu. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et donc, le souci, disons, que j'ai eu en 2012 en commençant, c'est que, me prenant pour Zuckerberg, n'importe qui est une start-up connaît cet effet-là. Au début, on croit qu'on va conquérir la planète. Eh bien, c'est qu'on ne lance pas quelque chose de mondial. Ce que j'ai fait avec PiggyBee, j'ai dit je lance mondial. Alors, le souci que j'ai, autant on est à 3000 utilisateurs aujourd'hui, autant j'ai Pierre qui fait Berlin, New York, et Sylvie qui fait Sydney, Paris. Et donc, c'est très difficile finalement, il faut énormément d'utilisateurs pour pouvoir faire des matchs. Alors, solution qu'on a pour l'instant, donc ici, avec le nouveau site début 2015, eh bien, c'est vraiment et c'est la seule solution pour faire fonctionner les places de marché de cette sorte, c'est de focuser sur un segment. Et donc ici, on avait commencé à travailler sur les expatriés à Bruxelles, et on va à présent travailler sur les Erasmus. Donc je fais un petit coucou à Christophe, parce que au Café Numérique de Louvain-Neuve, Christophe, qui est organisateur du Café Numérique de Marche, m'avait justement parlé des Erasmus. Donc ça colle bien avec ce qu'on a discuté autour d'une bière l'autre fois. Deuxième problème, alors j'ai envie de dire le méchant Uber. Il n'y a pas que Uber, mais ça en fait partie. Alors c'est, quand on parle d'économie collaborative, vous avez certainement entendu parler d'Uber. Ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est cet Américain qui propose une application mobile, et donc il veut remplacer les taxis. Donc vous commandez un Uber sur votre téléphone, et c'est un chauffeur qui vient vous chercher, qui vous amène à destination. Alors l'idée est très noble, très sympa, etc. Ils sont un peu associés à cette économie collaborative. Le problème dans le cadre d'Uber, c'est que ce sont de véritables cow-boys à l'américaine et qui n'ont aucun scrupule. Donc ils sont arrivés sur tous les marchés,
sans réfléchir, en écrasant tout quelque part. Et comment expliquer? C'est que les États ont dit, ben non, on n'est pas d'accord, vous devez payer des taxes, etc. Uber dit, ben nous ne sommes pas des taxis, nous sommes une entreprise technologique. Donc, comment dire, les chauffeurs, ce sont des gens qui se connectent sur la plateforme, à même titre que les gens qui demandent un transport. Nous, en fait, on n'a rien à voir, on s'en lave les mains. C'est pas si facile que ça. Je veux dire, je prends un autre exemple, Airbnb qui propose de louer votre logement, mais eux ont une autre démarche. Alors, ils sont aussi américains, ils sont aussi poussés par des millions de dollars derrière eux, et tant mieux pour eux. Mais Airbnb a une politique qui est quand même plus douce, et de s'asseoir à table avec les autorités plutôt que d'aller contre ça. Et donc, mon souci est de ne pas être associé, qu'on dise tiens, ah oui, PDB c'est le Uber du colis. Non, voilà, je ne veux pas une image qui ressemble à la leur de cow-boy. Petite anecdote, parce que je voyais passer les tweets tout à l'heure, c'est que il y a l'émission Question à la Une demain, donc qui est sur l'économie collaborative. On a tourné un sujet à la guerre de Midi, où j'avais Peter, un utilisateur flamand, qui a ramené des épices du Sri Lanka pour un Indien qui était à Bruxelles. Enfin, c'était une chouette histoire qui illustrait PDB. Et mon sujet est tombé à la trappe simplement parce que la journaliste a pris tout le temps pour parler de beurre. Voilà, qui pour moi ne représente pas l'économie collaborative. Voilà, c'est un long débat et on peut en parler par après. Dernier problème, alors donc j'ai noté ici ce que dit la loi, eh bien c'est la législation, c'est-à-dire c'est que les gens qui sont providers de services, qui vont offrir leurs services, soit qui vont louer leur appartement, qui vont louer leur voiture, qui vont transporter quelqu'un en voiture, vont toucher des revenus. Alors pour l'instant, du moins pour les petites plateformes, c'est encore un peu éphémère, c'est des petites sommes, donc tant que c'est des petites sommes, ça ne pose pas de problème. Et maintenant, comment font les gens? Où est-ce qu'ils déclarent ces revenus? Alors, pour l'anecdote aussi, l'année passée, j'avais lancé un projet parallèle, PDB Express, où je voulais faire la livraison depuis les magasins de proximité. Finalement, je suis retourné à mes amours de transport mondial, global, parce que je trouvais ça plus exotique et ça me ressemble plus. Peu importe, dans PDB Express, j'avais rencontré quelques chauffeurs prestataires. Face à moi, je me retrouve avec un indépendant, donc lui ne fait rien, on sait bien, on l'a dit tout à l'heure, un salarié et un chômeur. Et donc ces gens disent, ben voilà, je vais gagner peut-être 5 euros, 10 euros, aller livrer un pain, un truc là-bas, etc. Qu'est-ce que je fais de ces revenus? Où est-ce que je les déclare? Le chômeur, est-ce qu'il raye sa case ou pas, etc. Du coup, je m'en vais, je fais ma petite enquête auprès des copains, je dis, tiens, alors je ne vais pas citer de nom, mais voilà, tiens, vous faites comment? Et là, la réponse est un peu floue, personne n'a encore vraiment trouvé l'astuce. Et je pense que la seule solution, alors, je suis entrepreneur, je m'occupe de PDB, j'ai pas envie de faire du lobby auprès des politiques, etc., mais je pense que la solution, c'est vraiment un bras tendu aux politiques, en fait, pour leur demander de créer un statut autour de l'économie collaborative. Alors, je ne parle pas nécessairement de la Belgique, je parle un peu partout, il faut voir comment ça va se développer partout, mais c'est voilà, un genre de statut de mini-indépendant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, rassuré, je n'ai pas le terme. Alors, je vous invite à faire une chose, on a une nouveauté sur le site aussi, si vous partez dans les Caraïbes au mois de juillet, eh bien, je vous invite à partager votre voyage. On vient d'introduire sur la nouvelle plateforme, et je pense à toi Christian, parce qu'on a échangé par mail à ce propos-là, on vient d'introduire les navetteurs aussi. Donc si vous ne partez pas dans les Caraïbes, je vous inviterai quand on sera riche un jour. Mais non, on a introduit les navetteurs, donc je vous invite à mettre votre voyage Marche-Bruxelles par exemple, si vous êtes navetteur. Vous pouvez mettre un voyage récurrent, donc il n'y a pas de date fixée, mais vous dites voilà, je fais Marche-Bruxelles 4 fois par an, régulièrement, etc. etc. Et alors, à partir du moment où vous êtes inscrit, ben, éventuellement on vous demandera de transporter des colis. Vous n'êtes premièrement pas obligé de le faire. Deuxièmement, on ne vous demandera pas de transporter de drogue parce que c'est interdit dans nos conditions. Ça ne marche pas. Peut-être d'autres sites qui le font, je ne sais pas. Et alors si vous ne voulez vraiment rien faire du tout, ben, vous pouvez quand même vous inscrire, vous loguer par Facebook, ça prend 4 secondes. Je ne me renseigne pas sur vos infos privées, on ne publie pas sur votre mur. Et donc comme ça vous serez tenu au courant de nos actualités. Voilà, merci à tous. Merci. Il y a des questions? Oui. C'est juste, vous dites que vous êtes un entrepreneur, vous avez créé ce projet-là, mais où est votre rémunération C'est une très bonne question. L'indépendant, il n'a pas besoin d'un salaire. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, c'est Thomas qui disait non, je ne peux pas répondre. Non. Non, le truc, c'est un peu, en toute honnêteté, quand je lance en 2012, je disais l'idée Zuckerberg et tout, c'était un peu... J'ai toujours fait les choses depuis 20 ans en disant voilà, je fais et puis j'avise, quoi, tu vois. Alors ici, ben, les données en 2015 sont un peu différentes, c'est que tu as 36 personnes qui lancent des trucs tous les jours, etc., qui sont tous plus passionnants que les autres, et
le terme business model qu'en 2012 je ne connaissais pas, je l'ai entendu que 2 ans plus tard. Ça fait pourtant 20 ans que je fais du business, que je vends des choses, etc. etc. Et donc là, je ne vais pas dire que je n'ai pas réfléchi à mon truc, mais c'était moins réfléchi, moins conscientisé, quoi. Et donc ici, on a une certaine urgence. Il n'y a pas de deadline, dans le sens où ça va, je mange bien, mais on a une certaine logique à vouloir trouver à être rémunéré, etc., etc. Parce que, ne fût-ce qu'aller voir des investisseurs, mais si tu n'as pas de business model, tu n'as pas d'investissement, quoi. Et donc, la première piste qu'on va mettre, des pistes, il y en a 10, alors que soit commission sur l'assurance, les gens entre eux, ils se donnent des pourboires, pour les colis, on pourrait gérer le paiement. Si tu m'achètes un iPhone à New York, on pourrait gérer le paiement aussi, etc. Enfin, il y a des petites pistes comme ça. Maintenant, la plus crédible, et la première avec laquelle on va commencer, j'espère, dans les mois qui viennent, c'est une formule d'abonnement. Alors, ça m'a intéressé, j'ai voulu prendre la photo, mais j'ai raté quand Thomas parlait tout à l'heure. Ou d'ailleurs, il vendait bien son truc en disant, ben voilà, vous allez chez Autopia, vous payez 5 € et vous avez accès au Mans, vous avez accès à ceci, vous avez accès à cela. Alors je disais, oui, tiens, tu as peut-être d'autres sites où tu l'as gratuitement. Enfin, peu importe, mais nous, on va fédérer autour d'un abonnement à bas prix pour essayer de fédérer une communauté et puis voir de là où est-ce qu'on va ensuite. Ouais. Une petite question, est-ce que vous avez déjà un certain Evan Lalou qui revient toute la semaine d'Amsterdam avec 10 t-shirts ou 15 t-shirts avant? Non, non. Pourquoi il le fait déjà dans la vraie vie ou quoi? Maintenant, je crois pas. Non. C'est bien, en même temps, je dis, on n'a rien inventé, quoi, tu vois. Tu peux déjà ouvrir la bière, Evan, on en reparle. Cédric? Tu parlais du statut tout à l'heure. Ouais. Tu as signé le Startup Manifesto. Je l'ai signé, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et tu vois un intérêt pour toi? Ou c'est déjà trop tard, t'es déjà trop loin dans ton... Du Startup Manifesto? Ouais. Je l'ai signé, je ne l'ai pas lu Est-ce que c'est entièrement. possible de répéter ce qu'il dit pour qu'on puisse En fait, grossièrement, et dis-moi si je me trompe, mais tu as des entrepreneurs, récemment, il y a un mois ou deux, quelques entrepreneurs belges notables qui se sont mis ensemble et qui ont écrit un manifesto des startups en Belgique, en fait, où ils veulent, disons, promouvoir l'entrepreneuriat, le monde des startups en Belgique, etc., etc. Et donc, ils ont fait, on va dire, tout le monde, quiconque est entrepreneur entre nous, l'a signé pour adhérer à ce manifeste, en fait, et qui est un document qui va pouvoir servir à justement faire du lobbying auprès des politiques, de dire voilà, on aurait besoin de ceci, ce serait bien de faire cela, sachant que enfin voilà, l'économie va très mal et qu'on sait tous, entrepreneurs, que les petites entreprises peuvent relever l'économie qui va mal, quoi. Voilà. Et donc il y a cinq propositions pour le gouvernement d'un fort allègement des charges contre une taxe plus importante à la revente éventuellement de la start-up. Donc c'est pour permettre aux sociétés de pouvoir se créer et se dissoudre beaucoup plus facilement. Maintenant, moins de charges pour les employés qui seraient au sein de la start-up, mais pas nécessairement pour les sous-traitants dans le cadre de l'économie collaborative. Enfin, il faut que je lise. Donc tu disais que tu étais vraiment porté sur l'international. Ouais. Est-ce que justement pour créer une masse critique, ça ne serait pas plus intéressant de diminuer la taille comme ça de ton marché, ouais, et de favoriser en effet le transport, on va dire, de colis, ouais, le même business model que Jump, on va dire, ouais, mais pour les colis, ouais, en Belgique, pour justement favoriser cette circulation et voilà, commencer à agrandir cette masse critique. Et ensuite, peut-être à terme, voilà, développer à l'international. Parce que, comme tu disais, tu as 3000 utilisateurs sur ton site. ouais, La chance que quelqu'un fasse Sydney, on va dire Mons, tout à fait, est quand même relativement faible pour un bien trouvé à Sydney. tout à fait. Mais c'est une proposition comme ça, c'est quelque chose que je dis vraiment totalement. Mais de dire, ok, ben voilà, je vends un bien à quelqu'un qui se trouve à Liège, moi j'habite Mons. En Ouais. effet, il y a quelqu'un qui se trouve sur la route, qui peut, via eBay ou via deuxième main, Ouais. qui prend ce bien, qui l'amène à Liège. Est-ce que tu ne penses pas que diminuer la taille de ton marché pourrait justement amener cette taille critique? Tout à fait. Et en fait, il y a vraiment plusieurs manières de le faire. Et donc ici, je ne dis pas je l'ai fait, mais quelque part, je triche un peu. Maintenant, il ne faut pas noyer le message, mais avec l'introduction de ces navetteurs, c'était un truc qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais le navetteur Tournai-Bruxelles va pouvoir faire des petits transports, etc. Maintenant, ce n'est pas mon idée en soi. Et alors, vous leur dire aussi, l'année passée, quand je me suis égaré personnellement dans le PGB Express, c'était vraiment un jump du colis express, quoi, tu vois. Et le problème, c'est que, c'est vraiment là, j'ai bien aimé Cédric tout à l'heure qui disait, c'est en faisant les erreurs qu'on apprend.
mais je me perdais dans un truc qui ne me ressemblait plus. D'où on passait de voyager, enfin de toujours voyager actuellement, le côté exotique, le côté émotion des produits de loin, etc. En fait, c'est ça. Et donc, je dois répondre à ça. Piste par rapport à ça qu'on a maintenant pour que je sois quand même droit dans mes bottes, parce que le projet Express, je l'ai abandonné. Je dis, ah mais non, livrer les magasins, enfin je suis de Braine-l'Alleud, mais livrer les magasins à Braine-l'Alleud et à Gré d'Oisseau, ça m'excite pas. Voilà, je peux rien y faire, j'ai assez transbahuté assez longtemps. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est avec ces Erasmus, en fait, c'est de dire, bon, on n'a pas 5 millions d'euros pour dire on va à Mumbai parce qu'on sait que ça marche bien en Inde, non. Parce qu'on n'a pas les 5 millions d'euros. Et donc, s'il y a ces Erasmus à Bruxelles, qui eux, ben, soit ils vont en Italie, en Espagne, donc après on peut quand même limiter, on peut faire les Erasmus italiens, j'en sais rien, mais c'est dire on commence par Bruxelles et on commence avec ces gens-là, et que ce segment-là, quoi. Et donc j'espère que cette segmentation-là peut, enfin tu vois qu'on va pouvoir trouver notre masse critique comme ça. Et alors mon idée, comme ça je suis complet avec PGV Express l'an passé, c'était ça, c'était de dire je vais le faire localement entre Braine-l'Alleud et Bruxelles pour remonter, mon idée à terme c'était de remonter au modèle global, mais bon, tu as des concurrents, t'as pas, enfin j'ai plus 22 ans non plus, etc., etc. Donc il faut répondre à son cœur aussi en premier. Ouais. Moi j'ai une question. Tu penses rester communautaire dans le sens où voilà, les gens s'arrangent entre eux, le gars qui ramène un truc de semaine s'arrange avec le gars qui le fait revenir, ou intégrer une plateforme de paiement, comme on trouve sur eBay ou des trucs comme ça, paiement à la livraison. Parce que voilà, moi si je pars à Sydney et que je ramène une planche de surf pour un gars que je ne connais pas, et quand j'arrive, je me dis, ben, j'ai pas l'argent ou quoi. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai encore une fois écouté son... Et donc, allez, je peux me planter. Enfin, qui entreprend quelque chose peut se planter, mais j'ai toujours eu un aspect communautaire, arrangement, etc., etc. Et forcément, mes users me ramènent ce message aussi. Tu vois, ils aiment bien, quoi. Alors, je sais pas, je considère qu'il y a 4-5 concurrents sérieux, mais qui sont aux 5 coins du monde. Donc, heureusement, ils sont... Enfin, tant mieux, quelque part. Et alors... Après ça, tu as 50 concurrents moins sérieux, etc. Peu importe, mais tu as 95% qui ont tracé dans le full business model, quoi. Achète ton iPhone moins cher à New York. Et donc, c'est vraiment des Amazon, de la livraison lointaine et tout et tout. Encore une fois, perso, moi, ça ne me correspond pas, quoi, tu vois. Donc, le problème est que je dois trouver un business model quelque part, je dois me financer, mais l'intérêt du... Allez, comment dire le métier de base, on fait de la livraison et on fait pas de l'Amazon, tu vois. Voilà. On fait pas de la vente. En fait. Voilà, tout à fait. C'est un service. Voilà. Maintenant, enfin, voilà le futur. J'espère revenir dans 3 ans, te dire que tout va bien. Ce que c'est aussi du banking douanier, parce que c'est un gros problème dans le transport, c'est de correctement faire les documents et de correctement calculer ces taxes pour ne pas être coincé aux aéroports. Tout à fait. Alors, même, autant j'ai critiqué un peu, enfin, c'est pas du tout la même chose, c'est un peu comme Airbnb, enfin non, et encore, il n'y a pas de douane, etc. Mais je fais un peu le cow-boy belge, je veux dire, en disant, on s'en fout, on va toujours faire entre nous. Quand le copain demande de te ramener ça, il ne le déclare pas, etc., etc. Forcément, quand tu montes un truc public en ligne, etc., tu ne peux pas dire on s'en fout, on le fait comme ça. Donc, pas de réelle solution comme ça. Par contre, à terme, c'est d'aider nos utilisateurs, selon les pays, à dire tiens, attention, là, tu ne peux pas transporter ceci, tu ne peux pas transporter cela. Éventuellement, tu dois le déclarer. Enfin, je veux dire, c'est pas plus on aura d'argent, mais plus on aura de moyens, de ressources, et plus on pourra aider, utiliser les utilisateurs. Alors, dans les idées les plus fantasmagoriques, un peu plus loin, c'est que PDB ou autre, ou un de mes concurrents, ait la notoriété pour qu'on ait un document un peu officiel qui, quand tu passes à la douane, tu dis ah oui, mais c'est pour Pierre, etc. Et donc, éventuellement taxe dessus, etc. Tu dis non, ça ne Mon expérience, c'est que ça ne marche pas du tout. Ah, mais tout à fait. Le document qui a été fait au moins 48 heures à l'avance, qui est enregistré dans la base de données. C'est ça. La TVA, les taxes ont été payées à l'avance et ont été versées, elles doivent venir à la preuve. Ce C'est ça. et qu'on doit payer sur place. Mon expérience est d'arriver au dimanche et qu'on m'a dit monsieur, nous venez à 8h30. Ouais. J'ai passé la nuit à pour aller chez mon père le lendemain. Wow. Ah, mais ça m'intéresse d'avoir ton expérience là-dessus, en fait. C'est assez compliqué, en fait. Ouais. Les sociétés de broking prennent très cher pour faire les papiers. Ouais. Parfois, ils prennent un montant qui va être plus cher que le montant du colis. C'est ça. Parce qu'on fait le papier trop tard et qu'on a
des documents, des frais de retard, douane et autres. Ouais. Et donc ce serait bien s'il y avait un système qui automatiquement remplissait le template et disait attention, c'est tel code tarifaire, on va payer telle taxe. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là, je veux dire, tu vois, enfin, il faut des ressources pour qu'on puisse arriver jusque-là, quoi. Hein. Ouais. Là, tu sors de l'économie collaborative, là, tu rentres dans un business model à la borderline, c'est des trucs comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est un peu, enfin, comment dire, le jeu de beurre, exemple, ou enfin aussi d'Airbnb, c'est d'arriver à une masse critique énorme, d'avoir plein d'utilisateurs pour que les gens disent, voilà, non, nous, ça a de l'utilité pour nous, etc., etc., que les gens défendent eux-mêmes le système, et du coup que les autorités s'alignent sur ce que font les gens. Maintenant, qui va gagner, on ne le sait pas. Tu vois, voilà. Ouais. Alors j'avais un commentaire aussi sur le statut des gens qui le font. Ouais. Il y a beaucoup de sites internet qui offrent des services entre particuliers. Ouais. Dans mon cas, des cours particuliers. Et dans ce cas-là, il existe une loi, je ne sais plus de quelle date, j'ai en tête septembre 1970 quelque chose, ouais, qui dit que dans le cas de services occasionnels entre particuliers, il y a une espèce de contrat standard entre les particuliers, ouais, qui rend le site indépendant du circuit de rémunération. C'est ça. Pour autant que les particuliers se rémunèrent entre eux sans passer par le site. Ouais. Et dans ce cas-là, ils le déclarent en cas 250 comme un revenu de salarié. Ouais. Sans devoir être indépendant et sans devoir payer de charges sociales. C'est ça, ouais, génial. Ouais. Et ça, je me demande si les copains 10 minutes, c'est pas un des trucs qu'ils utilisent. Je peux retrouver la date et le numéro. Ouais, je veux bien qu'on se... qu'on ne se rate pas. Ouais, super. C'est là pour moi une question, c'est plus une réflexion concernant les Erasmus. Ouais. Je me disais, il y a quand même aussi une seconde contrainte à prendre en compte, hormis le prix, c'est le poids des colis. Tout à fait, Parce ouais, que, ouais. Je suis pas même partie et voilà, après 6 mois d'Erasmus, quand on revient, généralement, on pèse ses valises au moins 3 fois pour être sûr que ça passe, parce que généralement on voyage avec les compagnies low cost. Ouais, t'es une femme aussi, hein, tu coupes. Hein, c'est bon. Ouais. Mais voilà, je me suis posé la question, est-ce que je le ferais? Ben, oui, mais bon, il faut voir ce que ça pèse. Quoi. Tout à fait. Après, je veux dire ici, on essaye avec les Erasmus. On prétend pas que c'est la meilleure cible, mais c'est la cible qui est la plus pertinente à dire tiens, il y a des objets qui nous manquent, etc., etc. Mais ce sont des questions qui sont... C'est beaucoup moins le cas dans le cadre par exemple, de Bruxelles, où il y a plein d'expats, où il y a des hommes d'affaires qui partent sur toutes les grandes villes d'Europe tous les jours, qui reviennent. Tout à fait. Et qui sont prêts à rapporter des trucs. Ouais. Je dirais le futur nous le dira, tu vois. Peut-être que tous les Erasmus vont dire non, pas possible, parce que effectivement nos valises sont blindées. Autre souci, comme ça vous avez tout, vous avez un tour et vous pouvez évoquer d'autres soucis. Une chose qu'on a sur Igby, c'est le last mile. Donc c'est vraiment le dernier kilomètre. C'est-à-dire tu arrives à Zaventem, si quelqu'un t'a demandé un truc à Charleroi, tu n'as pas nécessairement envie d'aller le porter jusque-là, quoi. Surtout pour une bricole à 20 € par exemple. Quoi. Donc des soucis, on y travaille et je reviens dans 3 ans, je vous promets. T'écoutes ? Sur 3000 utilisateurs, membres, ouais. Il y a combien de transactions en 2016 en 2014 ? Ici, on en fait, je compte à peu près une transaction par 50 utilisateurs. À peu près. Hein. Donc, si tu comptes 1 € par transaction qu'on demanderait, je ne suis pas riche. Voilà. Population, tous les pays, tout le truc en même temps, ça ne peut pas... tu n'arrives pas à convertir, quoi, simplement. Ouais. Donc c'est... Voilà. Par quel canot tu parles? Pardon. Non, allez-y. C'est souvent les mêmes utilisateurs. Et oui, en fait, ça c'est la chance, c'est que vu les valeurs, alors elles ne sont pas écrites dans une charte ni rien, mais du moins les valeurs que j'imagine je transpire en écrivant à l'un et l'autre, etc. C'est un peu des early adopteurs qui y croient et qui y restent, quoi. Alors pas tous, je veux dire, mais on a quand même des bons early adopteurs qui militent, quoi, tu vois. Enfin, ouais. Par quel canot tu fais connaître le concept? Je fais du bruit, comme ce soir. Mais voilà, enfin, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bruit. Donc, enfin, vraiment, les réseaux sociaux, presse et tout ça, enfin, fièrement et sans prétention, mais de manière organique, quoi. Je veux dire, après, ce qui est chouette, c'est que j'ai bien aimé Cédric tout à l'heure pour ça aussi, enfin, c'est que c'est le petit journal local qui m'a amené au journal de la région, et puis tu vois, voilà, ça c'est assez chouette. Voilà. Et par contre,
Ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est ça, c'est que tu peux faire, c'est une erreur aussi en soi, c'est bien de faire du bruit, c'est bien de se faire connaître, que les gens le sachent, mais par contre, c'est pas pour autant que un passage en presse ne t'amène pas... oui, bien sûr. voilà. Ouais.